Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci de nous regarder à la télévision, à l'international, où que vous soyez. Merci de votre fidélité et merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Encore une demi-heure à passer ensemble. Du nouveau dans le dossier filière anacarde. Malgré la fermeture de l'usine qui traite les noix de cajou, la société ICH annonce un accord avec les producteurs de la Haute-Guinée, ce qui permettra de relancer un secteur qui courait de graves dangers. En tout cas, pour la campagne électorale 2018. Ces questions ce matin. Les fournisseurs de la dernière campagne 2017 sont-ils entrés en possession de leur dû? Et l'autre question, qu'est-ce qui explique les difficultés de cette usine à honorer ses engagements anciens? Monsieur Antoine Onivogui, le directeur financier de cette usine qui est récemment fermée par les hommes du colonel Moussa Tchegoro. Vous le voyez à l'écran, il est notre invité. Il va s'exprimer d'une minute à l'autre dans cette émission. Et puis on s'intéressera à ce groupe d'étudiants orientés dans le privé, précisément à l'université pour le développement communautaire UDCOM de Zérékoré, qui disent avoir été trahis. Pourquoi? Vous en saurez davantage vers la fin avec le porte-parole de ces étudiants, en l'occurrence Mariam Lee, qui nous a déjà rejoint dans nos locaux ici. Et puis vers la fin, on dira deux mots sur ces journées culturelles sénégalaises qui vont débuter ce vendredi à travers une cérémonie de lecture de Saint-Coran à la mosquée sénégalaise. Et puis donc d'autres activités programmées dans le cadre de ces journées culturelles sénégalaises destinées à raffermir les relations entre la Guinée et le Sénégal. Monsieur Yero Diallo, il est le président de la commission d'organisation de ces journées culturelles. Il sera au téléphone dans cette émission. Bien, nous avons notre invité, monsieur Antoine Onivogui. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Je vous remercie. Alors, vous êtes accusé, votre unité, la société de M. Igor, cet Ukrainien, est accusé d'avoir pris d'énormes quantités de noix de cajou avec des producteurs et des acheteurs et qui n'ont pas été par la suite payés. Expliquez-nous pourquoi, comment cela s'est passé. Bon, vous mettez en danger toute une filière. Je voudrais déjà vous dire que M. Igor Sativka n'a pas pour intention de mettre en danger la filière, bien au contraire. S'agissant des fournisseurs de noix de cajou, c'est bien de les catégoriser en deux groupes. Vous avez les fournisseurs qui sont basés à Cancan. Ils sont en association et cette association s'appelle l'Union des acheteurs de produits agricoles. Il n'y a pas longtemps que j'ai rencontré cette union et nous avons passé une convention portant sur un échelonnement de leurs dettes. Et donc cet accord a été conclu sous l'égide du préfet de Cancan. Monsieur Aziz Diop. Monsieur Aziz Diop. Moi, ma question, peut-être on peut se féliciter de cet accord que vous avez eu avec ceux qui sont dans la filière du côté de Cancan. Mais comment en est-on arrivé à cette situation où des producteurs et des acheteurs se retrouvent pratiquement sous la paille, beaucoup qui ont du mal à continuer à exercer leurs activités. C'est pourquoi j'ai dit que la filière, toute une filière pratiquement s'est retrouvée mise en danger. Ok, je vais donc aborder sous cet angle-là. Bien. Je voudrais déjà dire que je suis expert comptable et donc conseil de ICH. Je préfère ce titre de conseil en gestion et en organisation de International Cash Holding. Et donc, M. Igor m'a fait appel pour l'accompagner dans la phase d'installation. Et ma mission, qui va s'étaler sur un an, consiste à recruter le personnel, à mettre en place les outils de gestion et à former le personnel. Une fois que le personnel aura la compétence de prendre en charge les services financiers et comptables, ma mission sera terminée, sera amenée à me retirer. Et avant de procéder à cette mission, il m'a demandé de faire un diagnostic parce que lui-même ne comprenait pas qu'il ait fait des études de faisabilité, qu'il ait des sociétés similaires implantées en Guinée-Bissau, au Nigeria, en Tanzanie et en Côte d'Ivoire, que ces sociétés soient en bonne santé financière,
alors qu'en Guinée, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il va de problème en problème. Attendez, Antoine. Mais c'est important que je pose cette question, monsieur Antoine. Il n'a pas fini On de a donner les reçu explications. le président des victimes de ces vendeurs de cajou dans ce studio. Il a dit clairement que ce Ukrainien ou Russe leur avait retiré de l'argent et que ça n'aurait pas été remboursé par après. Il n'a pas d'argent. Ouais, Les quantités voudrais, de cajou. si vous Tonnage, permettez, tonnage. je voudrais, Voilà. Ça a été le cas ou pas? je voudrais C'est ce qu'il était en train d'expliquer, Antoine. répondre à la question qui il m'a parle de été posée, l'usine. de savoir Il parle de l'usine. comment on en est arrivé là. Exactement. Si vous permettez. Ça prend en compte votre préoccupation, Et Antoine. donc, Bien. ça rentre dans le diagnostic que j'ai établi et que je vais vous exposer très rapidement. Ouais, très rapidement. Et donc, je me suis intéressé aux achats de noix de cajou, à la gestion du magasin et aux intimidations, comment je vais dire, intimidations, raquettes et extorsions de fonds dont la société a été victime et est toujours victime d'ailleurs. Pour les achats de noix de cajou, lorsqu'on m'a fait appel, que je suis arrivé il y a à peu près 6 mois, j'ai constaté que, bon, je ne vais pas peut-être citer de nom, il y a un salarié, un employé qui était chargé d'effectuer des achats auprès de Cancan, auprès de... Mais donne-nous le nom. Bon, si vous voulez... Monsieur Mamadi Berete? C'est bien monsieur Mamadi Berete qui était chargé d'effectuer les achats à Cancan. Et donc, Mamadi Berete a reçu par virement à la BCRG, mise à disposition du fonds à la BCRG, pour l'achat des noix de cajou, à peu près 129 milliards, je dis bien 129 milliards de francs guinéens et 740 000 $. Bien. Et il lui avait été instruit de procéder aux achats cash de noix de cajou, comme nous sommes en train de l'effectuer pendant cette saison. On a 0 dette et on a déjà acheté suffisamment de noix. Donc, qu'est-ce qui se passait? Le monsieur faisait du chantage auprès des membres de l'Union, des fournisseurs de Cancan. Il peut venir vous voir, vous dire que, bon, écoutez, vous me donnez vos noix de cajou, je paye 50%, les 50 autres pourcents seront plus tard. Si vous n'êtes pas d'accord, je vais voir quelqu'un d'autre, je prends les noix avec lui. Et donc, l'intéressé lui donnait ses noix, et ainsi de suite. Le problème, c'est qu'il ne payait jamais le solde. Qui agissait ici? Berete ou le... Il parle de vérité. Il a reçu Le chargé des achats de l'entreprise. Donc, il paye une avance au producteur. Et le solde, voilà. Alors que la société avait décaissé l'entièreté des montants. L'entièreté, la totalité, l'intégralité des fonds. Et il le faisait au nom de qui? Bon, il agissait au nom de la société, Antoine. C'est la société qui l'avait envoyé là-bas. Et donc, ces dettes se sont accumulées. Jusqu'à hauteur de 1,4 milliard au moment où je partais à Les grandes gueules. conclure le protocole d'accord. Donc, il ne payait pas. Et ensuite, plus grave encore, lorsque il achetait 25 tonnes, il annonçait qu'il a acheté 40 tonnes. Et comme il avait un complice du nom de Ablé Bantou Oulare, qui était chargé de gérer le magasin de Conakry, lorsque le noix arrivait, ce dernier enregistrait dans ses livres de stock livraison de 40 tonnes, alors qu'il n'a reçu que 25 tonnes. Puis, si je comprends bien, dans cette histoire, ce n'est pas Igor qui est le responsable, mais plutôt Mamadou Berete. Mamadi Berete et Ablé Bantou. Mais quand vous vous êtes rendu compte qu'il était le responsable de telles arnaques, vous avez fait quoi pour le sanctionner? Des plaintes. Oh, licenciement, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, lorsque j'ai fait le diagnostic et que j'ai établi que ces deux-là ont floué la société, la première mesure était de les suspendre, de faire une mise à pied à titre conservatoire. Et ensuite d'engager une procédure régulière selon les dispositions pertinentes du Code du travail pour procéder à leur licenciement. Mais comment comprendre que les victimes citent Igor? Si Igor n'est pas impliqué dans cette histoire, pourquoi est-ce qu'il est cité dans cette affaire? Mais Antoine, Igor, c'est le patron de la société. Comment est-ce que les victimes l'ont connu s'il n'est pas au centre de cette affaire? Comment est-ce qu'il a été connu par les victimes? Quand moi-même je suis parti à Cancan, c'est le patron de la société. Tu veux qu'il s'en prenne à qui? Mais un patron n'est pas obligé d'aller sur le terrain. La société lui appartient, Antoine, s'il te plaît. Toi aussi. Attendez, mais vous ne comprenez pas ce qu'il dit dans ce studio. Il dit que Mamadou Berete a été sur le terrain pour rencontrer les achats, si j'ai bien écouté. Justement. La société. Et donc, je vais vous dire, lorsque moi-même,
je suis allé à Cancan pour conclure ce protocole d'accord avec l'Union des acheteurs de produits agricoles. J'ai failli être lynché. Pourquoi? Parce que la société leur doit de l'argent. Quand ils voient quelqu'un de la société, bon, il faut qu'ils payent, sinon ils ne bougent pas de là. Alors, moi, ce que je veux savoir, après que vous ayez détecté ces cas de fraude avec M. Berete et son complice, et que normalement vous devez savoir qu'il y a eu un impact sur les activités des citoyens à la base, qu'est-ce que vous avez fait par la suite en tant que société? Et ensuite, on a procédé à deux choses. D'abord, faire une convention avec eux et payer immédiatement. Rapprochez le micro toujours. Et payer immédiatement 270 millions. La convention, c'était en février. Dès après la conclusion, ce montant a été payé. Et ensuite, je leur ai dit que comme ils ont des problèmes de trésorerie, la société s'engage à préfinancer les achats parce qu'il faut rembourser la dette et en même temps continuer à acheter les noix de cajou. Et comme ils n'étaient pas en situation de pouvoir acheter, la société leur donnait de l'argent. C'est-à-dire, plutôt qu'ils donnent les noix avant que la société ne paye, la société leur donnait de l'argent, ils partaient chercher avec les planteurs pour fournir la société. Et à ce jour, la société a payé dans ce schéma-là plus de 1,5 milliard. Alors là, est-ce que c'est parce que vous voulez aider les populations à la base? Sinon, je veux bien comprendre, est-ce que ce montant que vous avez su payer aux populations, qu'est-ce que vous avez fait de M. Berete? Parce que moi, dans ma tête, je me disais qu'on allait demander à ce que M. Berete rembourse et qu'on puisse faire face aux populations. Naturellement, M. Berete a été licencié. Une plainte régulière a été portée contre lui auprès du tribunal de première instance de Dixine. Au moment où je vous parle, il a été inculpé et mis sous contrôle judiciaire. Avec obligation de se présenter 2 fois par semaine. Alors, et du côté de Bokeh, comment ça se passe? Parce que vous avez un accord avec ceux qui sont dans la filière du côté de Cancan. Et du côté de Bokeh, comment ça se passe? Du côté de Bokeh, je dirais que c'est la même chose. J'ai ici avec moi le relevé bancaire, comme vous pouvez le constater. On procède régulièrement à des paiements à ces différents fournisseurs-là. Par exemple, M. Mandjoubari, qui était passé sur votre antenne, a reçu 90 millions. Sur combien? Sur, je pense, 300 ou 400. Bien. Donc c'est échelonné. Les grandes gueules. Makanera Kake. Vous avez payé de l'argent à Makanera Kake? On l'a rencontré, nous nous sommes entendus, on lui a payé 70 millions. Bien sûr. Et également, sur moins de 200 millions. Keita, ils ont reçu 150 millions. Bon, bref, les paiements sont continus et sont faits à ces différents fournisseurs-là. Bien, allez-y, ma fille. C'est pas dit que... Je voudrais, si vous me permettez, continuer à vous expliquer comment on est arrivé à cette situation malheureuse. Allez-y. Que je déplore. Voilà. Donc, à côté de ces achats, il y a également des intimidations, raquettes et extorsions de fonds qui ont mis la société dans cette situation difficile. La société a payé 2 milliards, par tranche d'1 milliard, aux autorités du gouvernorat de Conakry. Et ces paiements ne reposent sur rien. Je vous dis bien, absolument rien. Première chose que mon diagnostic a ressorti. Et ensuite, le conseiller militaire du gouverneur de Conakry a exigé, puisque M. Igor Sativka avait déjà été enlevé dans son hôtel, envoyé à la DPJ. On lui a pris $7,000 pour obtenir sa libération. Donc, il avait une paire bleue de corps habillés. Il est allé donc passer un contrat de sécurité de gardiennage selon lui et exiger le paiement de 72 millions de francs guinéens. Le paiement mensuel, je dis bien, de 72 millions de francs guinéens depuis plusieurs mois. Avant qu'il exige le paiement de ces 72 millions, la société payait à une société de gardiennage un montant de 9 900 000.
Et lorsque je suis venu et j'ai fait ce contrat, Bien compris, il y avait une première société à laquelle votre entreprise payait 9 millions mensuellement. 9 millions mensuels. Et après avoir changé de société, vous payez 72 millions. Le montant est monté Pourquoi? à 72 millions. Mais Pour le même simplement service. Parce que le monsieur a été, dans un premier temps, enlevé et mis à la DPJ. Et ensuite intimidé en l'exigeant le paiement de 72 millions par mois. Voilà. Et donc, quand je suis arrivé, je lui ai dit, monsieur Igor, ce montant est exorbitant. Et derrière, il n'y a rien. Il m'a dit, écoutez, monsieur Onivogui, si vous résiliez ce contrat, vous allez avoir des problèmes. En tout cas, moi, j'ai peur. Vous avez mon soutien si vous pouvez le résilier. Il nous explique que 3 Voilà. minutes. Et ensuite, le dernier point, c'est que ce même monsieur, au mois de mars, là, a brandi à la société une facture de 287 millions et exigé son paiement cash. Lorsqu'il m'a appelé pour dire quand est-ce que je paie, je lui ai dit, écoutez, votre facture, il n'y a aucune prestation derrière. Non seulement elle ne sera pas payée, et ensuite, elle va constituer un motif de dénonciation et de résiliation de votre contrat. Il m'a dit, ok, faites-le, vous allez voir ce que vous allez voir. Les grandes gueules. Dès qu'on a résilié ce contrat-là, il a reçu la notification par exploit d'huissier. Le lendemain, les hommes du colonel Thieboro sont venus procéder à la fermeture sous des prétextes fallacieux. Puisque les raisons qu'il invoquait, c'était les conditions de travail et d'installation insuffisantes, alors que c'est deux sujets qui ne relèvent pas de ces attributions. Il a appelé... Vous voulez me dire que le colonel Moussa Thieboro a agi donc sur ordre de ce tête de camp bon, je ne sais pas, puisque ce même aide de camp nous a dit que Thieboro fait ça pour avoir de l'argent. On a cet élément sonore qu'on peut vous produire. Bien, allez-y Antoine. D'accord, dernière question. Hein. La dernière question, c'est au sujet de la ligne de crédit à UBA au compte de la société d'Igor. On sait tous que Igor a bénéficié de 25 millions de dollars au compte de la filière de Guinée, ce qui avait conduit à la destitution du DG de UBA. Et votre société Igor avait changé de banque pour aller à Orabank. Voilà. Mon rôle, c'était de conseiller Igor sur le sujet. Ce cas s'est passé ou pas? Je vous réponds. C'est de conseiller sur ce rôle-là. Il y a une convention qui a été signée avec UBA que je peux vous montrer si vous le voulez, où ICH UBA a consenti une lettre de crédit à l'export. Parce qu'on nous apprend que... C'est-à-dire que les exportations de noix vont passer par UBA. Et les recettes d'exportation seront domiciliées à UBA qui prélèvera dans la convention un certain pourcentage pour le remboursement. Parce qu'on nous a appris que vous avez fui UBA pour aller à Orabank. Non, on n'a pas fui UBA. Bien, on n'a pas fui UBA. Il était question d'aller vers UBA et de... On n'a plus le temps de rentrer dans tous ces détails, Antoine, si vous permettez. À date, qu'est-ce que vous avez comme message à l'endroit de tous ceux qui interviennent dans la filière agricole, mais aussi... Qui me préoccupe. Qu'est-ce que vous avez à dire au chef de l'État qui est quand même très attaché à la filière en une minute, s'il vous plaît? Bon, je voudrais déjà dire que ICH soutient le programme présidentiel de relance du secteur de l'anacarde, puisque la société a importé un conteneur d'herbicides et un conteneur d'engrais qui devait être distribué gratuitement aux paysans, aux planteurs. Mais malheureusement, ces deux conteneurs ont encore été détournés par M. Mamadi Berete. Il est allé les vendre au Mali. Les planteurs n'ont rien reçu. Bien. Donc, je vais quand même rassurer, d'abord solliciter de Monsieur le Président de la République, si suit bien entendu l'émission, d'aider à la réouverture de l'unité de production, puisque cette société à elle seule peut consommer toute la production nationale. Bien. Elle peut consommer la production nationale. Elle transforme les noix de cajou en amande, c'est cela? Elle transforme les noix de cajou en amande sur place. Bien. Et actuellement, son absence sur le marché là-bas provoque une chute des prix. Alors que pendant les saisons passées, au mois d'avril, le prix atteignait 14 000. Aujourd'hui, ça a chuté plutôt à 10 500. Et si la tendance se poursuit, on va être à 8 500. Et quand les pluies vont commencer à tomber,
ce sera une vraie catastrophe pour Monsieur Antoine Onivogui, il est conseiller, vous avez dit conseiller financier donc, de la société ICH qui a construit cette unité industrielle dans la zone de Kagbele qui traite des noix de cajou. Il était notre invité. C'est un dossier donc, qui interpelle l'État guinéen au plus haut niveau. Merci d'être passé chez nous, monsieur Onivogui. Je vous remercie. Merci. La suite dans un instant. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Jacques Lewa, on vient d'écouter ce monsieur. Moi, je l'ai écouté avec intérêt et je crois la dernière fois on a reçu aussi ce représentant de la filière qui expliquait un peu les problèmes. Dans sa communication de ce matin, j'ai cru comprendre que le problème est sur le point d'être réglé parce qu'on a commencé à rembourser les producteurs, les acheteurs et les producteurs qui avaient des difficultés. Mais de toutes les façons, aujourd'hui, puisque l'unité industrielle donc a été fermée par Tchiboro pour des conditions, dit-on, liées au travail, etc. Mais il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Parce que la filière doit quand même bien se porter. Est-ce qu'il faut fermer cette usine et on n'a pas d'alternative pour le moment, bien entendu, pour encourager, n'est-ce pas, la production et puis la vente. Il y a une possibilité qui peut être offerte à ces acheteurs, à ces producteurs à la base, que le président ou le gouvernement tout entier puisse proposer la solution qui s'y est et n'est pas fermer tout simplement comme on a fermé Frigia autrefois et puis on a vu les conséquences. Merci, belle analyse Jacques Lewaleno. Monsieur Yero Diallo en direct, bonjour Monsieur Diallo. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Alors, ces journées culturelles sénégalaises qui commencent ce vendredi à travers une cérémonie de lecture de Saint-Coran. Dites-nous en 2 minutes quel est le contenu, quel est le programme de ces journées et quels en sont les objectifs. Bien, avant de commencer, je profite de la citation que vous m'offrez pour vous remercier le groupe Espace, remercier les milliers d'auditeurs qui vous écoutent à travers votre émission Les Grandes Gueules. Bon, la semaine culturelle, le week-end culturel surtout que nous avons mis en place, qui a débuté d'ailleurs hier, le jeudi, avec un assainissement au niveau de la grande mosquée sénégalaise de la ville, et qui a continué ses activités aujourd'hui le vendredi avec la lecture du Coran et surtout des conférences, débats religieuses qui vont édifier tous ceux qui seront autour de la mosquée et ceux qui sont à l'écoute de Radio Espace afin de pouvoir quand même voir un peu ce qui est de la relation entre le Sénégal et la Guinée. Voilà. Et après cela, les journées culturelles vont continuer pour le samedi demain. Et que demain d'abord à l'ambassade du Sénégal, il sera organisé une conférence qui sera animée sous un thème que nous avons dénommé la fraternité sénégalo-guinéenne et qui sera animée par le doyen Djibril Tamsirian. Et nous avons aussi mis des stands en place où nous allons mettre en valeur le savoir-faire du Sénégal. Et nous avons aussi fait intervenir les femmes du Sénégal pour faire savoir aux Guinéens ou tous ceux qui viendront ce samedi l'art culinaire, ce que le Sénégal, la femme sénégalaise est capable de faire par rapport à la préparation. Bien, on a compris l'essentiel avec vous, M. Yero Diallo, président de la commission d'organisation de ces journées culturelles sénégalaises. Malheureusement, sont pris par le temps, on ne peut pas aller plus loin. Rendez-vous donc, avec la communauté sénégalaise pour célébrer l'amitié guinéo-sénégalaise. Et c'est donc à la mosquée sénégalaise, mais aussi à l'ambassade
stade du Sénégal à Kaloum. Merci à vous, monsieur Yoro Diallo. Laissez-moi préciser aussi oui. que les journées vont continuer le dimanche aussi. Le dimanche. Le 28 septembre, oui, à l'annexe, il y aura une cérémonie culturelle qui sera faite par les femmes du Sénégal et qui sera terminée par des combats de lutte qui seront organisés. Ah oui, un combat de lutte traditionnel. Traditionnel, exactement, qui sera organisé par la communauté sénégalaise aussi, en collaboration avec la Fédération guinéenne. Bien, donc ça nous démange d'aller voir ce match de combat de lutte traditionnelle qui est une spécialité presque sénégalaise, en tout cas un sport favori du côté du Sénégal. C'est un combat à suivre, à aller voir du côté du stade du 28 septembre, de l'annexe du stade du 28 septembre, c'est dimanche. Monsieur Yoro Diallo, merci d'avoir répondu à nos questions. Ça en est terminé pour ce numéro. C'était la dernière présentation de la semaine. Merci à toute l'équipe B des Grandes Gueules. Lundi, c'est l'équipe A qui va reprendre donc les commandes avec le turbo. Merci à l'équipe de réalisation, Mamoudou Kondé et Ibrahim Prince Diallo, à l'équipe de cadrage, Alseni et Awal. Et le plaisir a été pour nous de vous servir. On remet tout ça lundi à 9h pile. Au revoir.